Et donc la dernière conférence avant la table ronde où on reprendra l'ensemble de ces questions va nous être donnée par Monsieur Wilson, qui est chercheur en neurosciences et qui va apporter un éclairage évidemment fort intéressant. Bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs. Je suis donc Charlie Wilson, je travaille à l'INSERM. Je vais juste prendre 30 secondes au début pour expliquer ce que je fais. Je pense que connaître un peu d'où vient quelqu'un qui intervient dans ce genre de débat, c'est intéressant. Je travaille dans une équipe de neurobiologie des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont des fonctions cognitives hautes, comme la prise de décision, l'apprentissage, la recherche d'informations. Et je m'intéresse aux structures et comportements neurologiques de ces fonctions que j'étudie chez le singe macaque. J'étudie ça chez le singe macaque parce que les singes macaques, comme d'autres primates, sont capables de ces fonctions à un autre niveau qui nous intéresse, parce qu'ils ont des régions structurelles du cerveau qui nous intéressent, et notamment ces comportements et ces régions du cerveau sont impliqués dans un certain nombre de pathologies qui sont à notre entrée. Le Parkinson et les troubles obsessionnels compulsifs sont par exemple des sujets d'étude dans notre groupe en ce moment. Alors, donc, pour mettre ça en contexte, et notre ami éthologue tout à l'heure nous a dit qu'il faut toujours regarder les animaux. Donc, pour vous donner une idée de ce que c'est ça, on va regarder un animal. Voici un singe. Donc ce singe, il s'appelle Arthur. Il va travailler sur cet écran tactile. Quand il fait quelque chose de bien, il reçoit une récompense, c'est du jus qui arrive par ici. Je vous montre ça pour justement montrer que pour nous les chercheurs qui travaillent avec des animaux dans ce contexte, l'idée qu'ils sont conscients, c'est une évidence complète quand on regarde leur comportement. Dès qu'on les regarde, on ne se pose plus la question de s'ils sont conscients. La seule question, c'est quel est le niveau de leur conscience et comment on utilise le fait qu'ils soient conscients. Donc, ce que va faire Arthur, c'est qu'il va regarder un cible qui va apparaître ici, et puis il va choisir entre deux autres cibles qui apparaissent après. Et je vous demande de regarder un petit peu ce qu'il fait quand il est en train de choisir. Voici Arthur. Il va regarder ce truc qui apparaît ici, et maintenant il doit choisir. Voilà. Il regarde entre les deux. Il y a évidemment, le moment qu'on commence à voir comment il va répondre, qu'il est en train de faire un choix. Il réfléchit à son choix entre les deux options. Et puis, il a reçu un petit récompense là. Donc, je vous montre ça pour souligner ce point, que pour nous, c'est une évidence que ces animaux sont conscients. On ne se pose pas les questions. L'autre chose, je veux dire, c'est que quand on va former des animaux de faire ce genre de tâches, là, c'est une tâche très simple pour lui. On va les former de faire des tâches beaucoup plus complexes que ça. Quand on fait ça, il est important qu'on prenne en compte leur conscience, leur façon de réfléchir. On emmène les animaux avec nous. Leur façon d'apprendre est différente entre les individus et propre à la tâche qu'ils vont faire. C'est important pour nous de prendre tout ça en considération quand on fait ce genre de recherche. En tant que chercheur, chercheur en neurosciences, je voudrais aborder ces questions de conscience animale de deux angles, si vous voulez. D'abord, la question empirique. Donc, quelle est la base neurale de la conscience et quels comportements sont nécessaires ou suffisants pour déterminer la conscience. Évidemment, au début, on a beaucoup dit sur ces sujets-là. Je vais passer rapidement dessus, mais j'ai juste 2-3 trucs à dire. Et puis, le dernier, c'est la question éthique pour nous qui font la recherche chez l'animal, et notamment chez les primates, un animal, les macaques rhésus, qui est dit contrôlé en utilisation en recherche plus que d'autres. Je voudrais parler un petit peu du question d'accepter les animaux comme conscients. Est-ce que ça modifie nos pratiques de recherche, nos décisions de travail avec ces animaux? Alors, neurosciences de la conscience. Domaine énorme. Chapeau aux premiers orateurs d'avoir essayé d'aborder ça dans le temps limité. Je vais juste faire 3 petits points. D'abord, il y a un rôle fondamental des processus cérébraux dans la conscience. Donc, il n'y a aucun positionnement, aucune place pour le dualisme dans la neuroscience d'aujourd'hui. Pour moi, dans l'étude de la conscience aujourd'hui, il n'y a aucune place. C'est en fonction de ce qui se passe dans le cerveau
Okay? Pas pour dire que le cerveau lui-même est conscient, c'est l'être qui est conscient, mais c'est en fonction du cerveau. Il y a un manque de consensus sur la base neurale de la conscience. C'est un domaine qui développe beaucoup en ce moment. Il y a un certain nombre de théories, donc certains ont été cités tout à l'heure. Il y a de l'évidence dans tous les sens. Il n'y a pas de consensus encore. On le développe, mais c'est important de savoir que c'est un travail en cours. Ce qui est clair, c'est que la complexité structurelle et fonctionnelle du cerveau varie beaucoup à travers les espèces. Okay? Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, on peut poser la possibilité qu'un cerveau plus complexe donne une plus haute capacité pour la conscience. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau plus complexe donne une plus haute capacité pour toute autre fonction cognitive, du mémoire, l'attention, les émotions, etc. Et donc, on ne voit pas pourquoi la conscience ne sera pas prise en compte dans cette histoire aussi. Mais j'utilise avec attention le mot complexe. Ce n'est pas la taille du cerveau. Voici le cerveau humain à l'échelle d'un cerveau éléphant. Okay. Comportementalement, on a pas mal d'évidence qu'il n'y a pas une équivalence de conscience et certainement un nombre d'autres capacités cognitives entre l'éléphant et l'humain. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de complexité du cerveau? Donc, il y a un nombre de choses qu'on va prendre en compte et c'est une situation complexe, c'est une donnée complexe. D'abord, simplement le nombre de neurones. Donc, le nombre de neurones, c'est en rouge ici, avec le poids du cerveau à travers les espèces. Et on peut prendre en compte le fait que le nombre de neurones chez l'homme dans le cerveau est très élevé. Ce n'est pas exceptionnel quand on le prend en compte par rapport à d'autres primates, mais on est un grand primate et on a un cerveau qui a un grand nombre de neurones qui sont organisés de façon très efficace dans un cerveau la taille de nous par rapport à un gorille ou quelque chose comme ça. Donc, le nombre de neurones, c'est un premier pas dans l'explication du complexité du cerveau. Et puis, on a d'autres choses à prendre en compte, et je peux en parler pendant des heures, on ne va pas faire ça, mais la façon dont le microcircuit dans le cortex du cerveau est construit est absolument primordial et varie très clairement à travers les espèces. Comment les neurones s'interconnectent, avec quelle complexité d'interaction, le nombre de synapses, etc. Et puis, aussi, à un plus haut niveau, comment les régions du cerveau interagissent entre eux. Par exemple, on a des centres du cerveau, l'hippocampe est cité tout à l'heure. On parle aussi beaucoup de l'amygdale, qui est un centre pour, entre autres, les réponses aux peurs. Comment ces régions sont interconnectées, comment ils sont inculqués dans le système du cerveau et les interactions, c'est absolument primordial, ça varie à travers les espèces. Donc, tout ça pour souligner l'idée qu'il y a une très claire variation dans la complexité du cerveau à travers les espèces. Ça ne forme pas une hiérarchie, ça forme un arbre. Et pour prendre en compte ça, pour déterminer la capacité d'être conscient des animaux, il faut prendre en compte ça, il faut réfléchir à cette complexité de fonction, comment réfléchir à ça pour toute autre fonction cognitive. La conscience, dans ce sens-là, n'est pas un truc qu'on met à part, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est vraiment une fonction cognitive comme d'autres. Le comportement. Très brièvement, parce qu'on a eu une intervention d'éthologue excellente et d'autres exemples de comportement animal, aucun comportement individuel n'est suffisant pour déterminer la conscience. Je vous propose ça et je voudrais donner un exemple qui sort de mes propres recherches. On va parler du capacité d'apprendre à apprendre, okay, qui est une fonction qui est plus ou moins propre aux espèces primates. Donc ici, un exemple de quelque chose qu'on peut apprendre. On peut apprendre que le carré rouge est bon et que le cercle vert n'est pas bon. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et puis, on peut apprendre une deuxième chose, qui est que cette forme ici est bon et cette deuxième forme ici n'est pas bon. Okay? Donc, dans ce cas-là, on apprend deux différentes choses. Mais on peut aussi tirer une règle générale. La règle générale ici, très, très, très simple, c'est qu'il y a toujours un truc qui est bon et un truc qui n'est pas bon. Okay?
La capacité d'extraire ce genre de règles dans une façon implicite est une capacité qui a été étudiée par Harlow dans les années 50 et 60 et maintenant devient très très important, notamment dans les mises en place des intelligences artificielles. C'est quelque chose qu'on peut mesurer à travers différentes espèces. C'est une figure qui sort des travaux de Harlow. Pour faire simple, le pente dans ces lignes, le pente, si c'est plus pentu, ça veut dire que la capacité d'apprendre à apprendre est plus évoluée. Voici deux lignes ici, des différents enfants, des individus enfants humains, okay? Chimpanzés, gorilles, singes, macaques qui m'intéressent. Donc vous voyez ici que toutes les espèces primates, ils ont cette capacité qui est liée à des capacités neurologiques, des organisations dans certaines régions du cerveau spécifiques, et que ça diffère beaucoup par rapport au rat et l'écureuil et d'autres choses qui n'ont presque pas ce genre de comportement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pense à utiliser le singe comme un modèle pour ce genre de comportement. Par contre, si je vous montre exactement la même figure, mais l'apprentissage à apprendre ici, on parle d'apprentissage visuel. Si je vous montre la même figure pour l'apprentissage auditif, donc d'apprendre sur des objets auditifs, là, le singe tombe avec le rat et l'écureuil. Okay? La capacité d'apprentissage auditif d'un singe est au niveau d'un chien, par exemple. Okay? Donc, tout ça, ce que je voudrais souligner ici, c'est que ici, on pourra dire que les primates, ça rapproche beaucoup le cas d'homme, mais dans d'autres cas, ils sont très éloignés. Donc, il faut prendre en compte un grand nombre de comportements pour pouvoir comparer la capacité cognitive et donc consciente des animaux, des différents animaux. Notamment, beaucoup de comportements, les adaptations à la niche, c'est-à-dire que c'est important de prendre en compte la façon dont l'animal a évolué pour comprendre quel type de comportement pourrait être valide dans une situation donnée, et la qualité et quantité de ces comportements comme ils sont produits naturellement et sous des conditions de laboratoire. Donc, quelques conclusions juste provisoires sur ce premier partie sur le comportement et le cerveau. La conscience n'est pas binaire, je pense que ça a été souligné tout le long. On ne parle pas de soit on a conscience, soit on ne l'a pas, et il y a juste simplement deux catégories. Ça pourrait émerger des diverses architectures cérébrales et de divers ensembles de comportements, et je souligne diverses. Okay? Donc, il y a beaucoup de façons de le faire, mais ils sont nombreux. Comme tout comportement, comme toute cognition, comme tout, il y a des niveaux de conscience. Je souligne ça. OK, deuxième partie, je voulais parler juste un petit peu de conscience et les pratiques de recherche. Et je voudrais faire ça très rapidement en se posant 3 questions et en vous donnant quelques pistes de réponses. Mais vraiment, c'est des questions que je lance pour alimenter le débat qui suit. Donc, première question, la conscience d'un animal entre-t-elle dans la décision de travailler avec les animaux dans des protocoles spécifiques? OK? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Et quand on décide comment lancer un protocole spécifique scientifique, la première chose qu'on se pose, en fait, c'est la question scientifique. OK? Nous, en tant que chercheurs, on s'intéresse à répondre à des questions scientifiques. Je ne suis pas chercheur qui fait la recherche sur les animaux pour faire la recherche sur les animaux. Je suis chercheur qui s'intéresse à répondre à des questions très spécifiques, scientifiques. Et pour répondre à ces questions, j'ai besoin d'utiliser les animaux parce que je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Okay? Après, ceci dit, dès qu'on a décidé la question qu'on doit se poser et on a identifié un groupe d'animaux qui pourraient être utilisés pour répondre à cette question, dans la décision de quel animal utiliser, devient un rôle, je pense, assez implicite en ce moment, des niveaux de conscience dans la décision de le faire. Par exemple, si j'étudie des comportements de peur simples, c'est possible d'étudier ça chez le singe, chez le rat, chez le souris. Tous ces animaux démontrent ce genre de capacité, ce genre de comportement.
Et donc, ce serait normal de faire une comparaison qui prend en compte le niveau de conscience de ces animaux pour le genre d'expérience qu'on va utiliser. Si j'étudie, comme moi j'étudie, l'apprentissage à apprendre, qui est quelque chose qui n'est pas démontré par des rongeurs, ou presque pas, il est important pour moi donc d'être capable de dire, dans ce cas-là, s'il y a un besoin éthique d'étudier cette question, je dois étudier chez le singe. Deuxième question, la conscience d'un animal entre-t-elle dans le choix du mode d'hébergement et du traitement des animaux de laboratoire? Là-dessus, je pense que c'est très clair, la réponse est oui, ça rentre absolument implicitement et explicitement. Le monde des animaux dans la recherche a été complètement bouleversé au cours des derniers 20 ans. Si vous venez dans un laboratoire de recherche, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a quelques années. Les conditions d'hébergement des animaux, les conditions de traitement des animaux, les conditions de mise en douleur, si nécessaire, des animaux, a complètement changé. Tout est beaucoup pris en compte, avec une prise en compte explicite du niveau de conscience des animaux, du bien-être. Par exemple, la façon dont on héberge nos singes a été beaucoup évoluée et je vous donne, je pense, j'ai un petit exemple des animaux dans un laboratoire de recherche. Donc voici un groupe de singes. Donc il y a plusieurs choses qui prennent en compte des paramètres qui peuvent être liés à la conscience. C'est des animaux sociaux, ils ont une hiérarchie sociale, voici le chef. Donc quand on donne à manger, on donne toujours au chef d'abord et puis aux autres qui attendent et qui ne sont pas très bien pour attraper les fruits, mais qui sont... Donc, on doit mettre en place plusieurs différents types de perchoirs pour leur permettre d'exprimer leurs rôles sociaux dans le groupe. On a aussi un nombre de choses qu'on met en place. Par exemple, ici, ils sont capables de passer par terre et de fourrager pour leur récompense et des petits éléments de grains et de fruits. C'est un important comportement naturel qu'on veut souligner, qu'on veut les aider d'avoir dans le laboratoire. OK. Donc, la dernière question que je voudrais aborder, c'est quel est l'impact de la conscience putative des animaux de laboratoire sur l'expérience des professionnels qui travaillent avec eux. Donc, on a lancé une petite enquête dans notre service et aussi avec Samuel et Guillaume d'ici au VET AgroSup. Guillaume, tu veux peut-être venir dire quelques mots là-dessus? Merci Charlie. Donc moi, je suis Guillaume Noël, je suis responsable d'un service de recherche sur animal à VET AgroSup. Donc on a beaucoup discuté du sujet avec Samuel et Charlie et on s'est dit que ça serait intéressant quand même de savoir à l'échelle de nos équipes, on sait qu'à l'échelle des chercheurs, il y a une prise en compte de la conscience animale depuis des années, c'est ancré dans leur formation, dans leur façon de voir leur métier. Et c'était intéressant aussi de questionner les animaliers, les techniciens, les responsables techniques et les attachés de recherche qui travaillent au contact de ces animaux. Et donc on leur a fait passer le rapport de l'INRA et après on leur a posé des questions sur ce rapport, déjà savoir si pour eux c'était évident tout ce qui était dit dans ce rapport-là. Et donc ce qui nous a été dit de manière assez homogène, donc il n'y avait pas vraiment de sujet, c'est que oui, pour eux, qui travaillent au contact de l'animal tous les jours, qui sont intéressés par la science, mais avant tout par le travail avec l'animal, et qui se posent des questions sur cet animal avec lequel ils collaborent tous les jours, et pour qui c'est aussi un individu, c'était évident que ces animaux étaient conscients, donc il n'y avait pas vraiment de sujet. Par contre, on a pu approfondir un petit peu le sujet avec eux, et ça a été très intéressant pour eux de lire ce rapport, puisque ça a mis des mots et des définitions sur des notions qu'ils maîtrisaient peut-être de manière vague. Donc de les définir et de les préciser, ça permet pour eux de se poser plus de questions au quotidien et de mieux se les poser. C'est aussi un outil pour nos structures de bien-être animal de travail, pour améliorer les conditions d'hébergement, les procédures de travail avec ces animaux. Donc des outils pour améliorer le raffinement de nos études. Et ça a été aussi l'occasion de discuter avec ces équipes-là de ce sujet-là, de réfléchir aussi à l'animal en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce, et de se rendre compte qu'on avait des affinités et des prises en compte de la conscience animale qui étaient vraiment dictées par la compréhension que l'équipe avait des modes d'expression et de communication de ces animaux. Donc on avait quand même
une prise en compte de cette conscience qui était plus importante pour des animaux très expressifs, comme les carnivores par exemple, en tout cas pour notre équipe, et un intérêt à approfondir le sujet pour des espèces moins expressives, donc de rentes ou rongeurs. Et donc c'est aussi la conclusion de ce rapport qui nous disait que maintenant il faut arriver à approfondir le sujet de cette conscience animale, de son contenu pour des espèces moins étudiées sur ce sujet-là, donc comme le rongeur et les animaux de rente. Et donc nos équipes seraient très attentives aux résultats pour pouvoir améliorer nos pratiques et le raffinement de nos études et de nos procédures. Ok, merci. Donc voilà, je pense que la réponse entre les différentes équipes de recherche dans différents domaines était assez homogène. Donc je veux juste finir avec un dernier diapo pour dire que la notion de conscience est scientifiquement complexe. Okay? Il n'y a pas de réponse facile dans tout ça. Okay? Les chercheurs, je me comprends là-dedans, on a un devoir, mais aussi un besoin de connaître nos animaux. C'est absolument primordial pour bien faire notre travail, quand on connaît bien nos animaux. Prendre en compte la notion de conscience, on fait partie de ça. Okay? Ce besoin est à la fois éthique et scientifique, et je voudrais souligner ce point. Okay? Pour moi, j'ai besoin, d'un point de vue scientifique, autant que d'un point de vue éthique, de connaître, de prendre en conscience et la façon de réfléchir de mes animaux. Merci beaucoup.